Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Remerciements. Les auteurs remercient tous ceux qui ont lu, commenté et corrigé ce travail pendant la phase de rédaction. Les auteurs remercient en outre ceux qui ont octroyé les droits de reproduction des images contenues dans ce livre et qui les ont aidés à les repérer. Associazione Galline in Fabula, Sophie Bassoul, Francesco Boerio, le Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. Rivoli Turin Maurizio Cattelan, Galleria Massimo De Carlo Fondazione Prima Spes, Paolo Pellion, Diego Perron, Tiziana Per, Federica Seben, Gerd Zillner, Kissler Foundation, Vienne, Zeno Zotti, Archivio Cattelan. Les auteurs remercient Mario Mancini et l'équipe de Gower, édition numérique originale de cet ouvrage, ainsi que Roberto Russo et l'équipe de Graph.it Edizioni pour leur enthousiasme vis-à-vis du projet qui démarre de ce livre pour continuer ensuite. Les auteurs remercient enfin l'équipe de l'Harmattan Italia et de l'Harmattan, Paris, pour avoir partagé l'idée qu'il faut, désormais, aborder la question de l'animalité, même en langue française. Publication en langue française effectuée dans le cadre du projet de recherche Divulgar l'etica animalista, Scuole, Università e Traduzioni di Testi, diffuser l'éthique antispéciste, École, Université et traduction d'ouvrages, de l'association de volontariat Galline in Fabula, www.galinainfabula.com, avec le support de Fondazione Prima Spes on lu. Traduction de l'italien au français et mise en page, réalisée par l'Harmattan Italia. Copyright pour cette édition l'Harmattan SAS, Paris 2015. Copyright pour l'édition originale italienne intitulée Un'arte per l'altro. L'animal nella filosofia e nell'arte, Graph.it Edizioni Perugia, 2014, édition numérique originale Gower Pisa 2013. Préface. Steve Baker. Auteur de The Postmodern Animal et de Artist, Animal. Écrit en guise de conversation entre ses auteurs, deux chercheurs, cet ouvrage offre un plaisir susceptible de surprendre, étant donné la pénibilité de ses préoccupations principales, le poids de l'oppression exercée sur les animaux non humains et la manière à travers laquelle cette oppression se manifeste. Cependant, dans les échanges de missives entre Valentina Sonzoni, historienne de l'art, et Leonardo Caffo, philosophe, il y a la conviction joyeuse que l'art peut jouer un rôle crucial dans l'exposition et la dénonciation d'un tel assujettissement, à la fois énorme et douloureux. L'art, la pensée et le langage. La valeur d'un art pour l'autre réside dans sa forme distinctive et dans sa reconnaissance du travail stylistique, soit du travail de l'écriture. Dans les toutes dernières années, j'ai noté que dans le domaine des animal studies, un grand nombre de textes sérieux et engagés a trouvé une limite dans sa conformité excessive aux critères d'un discours académique conventionnel, où les écrivains se questionnent rarement sur l'autorité, le bien fondé et la sagesse de leur voix stridente et individuelle. Avant de lire ce livre, je ne savais pas que Leonardo Caffo avait fait le même constat, en définissant de façon parlante ces écrivains comme ceux qui ont adopté une rigueur qui est bien évidemment propre de l'humain, pour invoquer de son côté la quête d'une forme d'expression différente et moins humaine. Face à tout cela, l'échange de ces 21 lettres, assez longues et rédigées par les auteurs au cours de l'été 2012, ne paraît pas pour autant peu humain ou spécialement original. Plusieurs exemples d'une multiplication de voix se levant en faveur des animaux sont repérables dans d'autres textes consacrés aux animal studies, voire, en particulier, les interviews réalisées par courriel électronique qui sont publiées par des revues comme Antennae. La discussion qui conclut le livre Killing Animals de l'Animal Studies Group est par ailleurs l'exemple de comment plusieurs voix peuvent se mettre en jeu. Le monologue qui ouvre le texte de Paola Cavalieri intitulé The Death of the Animal, auquel d'autres auteurs ont répliqué, nous fournit un énième cas de figure. Mais ces comparaisons académiques n'enlèvent rien à ce qu'il y a d'inusuel dans le recueil Un art pour l'autre.
Il s'agit d'une correspondance inédite, calme, pleine de surprises et de vie. Les auteurs parlent à la première personne, discutent entre eux comme des amis et emploient leurs prénoms réciproques, cher Leonardo, chère Valentina. Ces lettres suivent les traces de l'expérience parallèle de leurs auteurs, aux prises avec la douleur, mais aussi avec ce qu'ils définissent comme la légèreté de l'insouciance humaine face à la souffrance des animaux. La structure de ces missives passe avec adresse de l'expression de convictions intimes en termes provocateurs. Le philosophe militant ne correspond pas à une classe précise de philosophes mais à la seule façon possible de philosopher, au travail patient de la pensée. Voilà ce que nous cherchons à prospecter, mais il est encore trop tôt pour donner une réponse, et enfin à l'engagement stratégique, constant, rapide, sans relâche. Puis, il y a aussi les détails liés à la vie de tous les jours. Une lettre commence par « Je suis à la mer ». Dans un courriel d'il y a quelques mois, Sonzoni me décrivait son livre comme structuré à la manière d'une promenade le long de plusieurs thèmes. J'ai apprécié cette observation car elle capture quelque chose d'important autour de l'allure de cet ouvrage, sur le plaisir qu'il apporte et le sens de sa créativité. En ce qui me concerne, ce livre m'a évoqué les mots d'Hélène Cixous dans 3 Steps on the Ladder of Writing. La marche, le plaisir et la danse accompagnent l'acte poétique. Je me demande quel genre de poète n'use pas ses chaussures, ou n'écrit pas avec sa tête. Le vrai poète est un voyageur. Mais écrire ce n'est pas arriver, la plupart du temps on n'arrive nulle part. On avance à pied, avec tout son corps. J'ai souvent pensé à Cixous plutôt qu'à Derrida, en lisant Un art pour l'autre. Hélène Cixous a reconnu à fond la force politique d'une écriture authentiquement imaginative. Alors qu'Animaux, la revue que Sonzoni et Caffo publient en Italie, prend son titre des élaborations théoriques de Derrida autour de la notion complexe d'animaux, on se souvient rarement que ce fut Hélène Cixous qui en premier a forgé dans la joie et de manière artistique le terme suggestif animaux. Cela au milieu des années 1970, une vingtaine d'années avant son adoption de la part de Derrida. Tout comme pour la notion d'animaux, en poursuivant la lecture d'un art pour l'autre, il y a des exemples ultérieurs où c'est l'insertion avisée d'un ensemble d'idées dans une expression concise qui marque l'esprit à jamais. Voici quelques cas. L'abattoir en tant que non-lieu, le laboratoire de vivisection comme hyperlieu. Une fois saisies, ces distinctions, bien évocatrices, donnent forme à la pensée et on ne les oublie pas facilement. Bref, il s'agit du genre de texte cité par Donna Haraway comme plein de crochets auxquels s'accrocher, plutôt que plein de généralisations. Mais il y a aussi des moments d'une beauté inattendue, comme lorsque Caffo remarque que notre planète est la seule que nous pouvons appeler home, la seule traversée par la sale patte du lion ou flairée avec soin par le nez du fourmilier en quête de sa proie. Néanmoins, ce qui rend Un art pour l'autre une contribution vitale aux Animal Studies, c'est le but que ces auteurs se sont fixés: combattre toute pensée sur les animaux qui est, comme ils le précisent, inscrite dans le béton. Octobre 2014. Something Beautiful. Il était une fois. Aujourd'hui, à distance de temps, nous ne réussirions plus à nous envoyer des lettres. Par cet épistolaire, nous nous sommes unis d'une telle manière qu'une communication ultérieure entre nous n'aurait plus raison d'être. L'histoire de ce livre est notre histoire. Représentée allégoriquement par l'art et la philosophie, 2 univers, les nôtres, ont ici choisi de parcourir un chemin commun, main dans la main, jusqu'à se fondre dans un espace unique et irrépétible, sous l'égide d'un idéal. Dans ce cas, l'idéal a été la question animale, ou mieux, comme nous aimons dire, nous dire et raconter, la philosophie des points de vue. Le lecteur qui a pris le risque d'acheter cette traduction de notre correspondance sera probablement curieux de connaître quelque chose de nous, afin de parvenir à bien saisir l'enjeu de notre relation orientée vers l'extérieur, soit la dimension du vous. Voici alors une brève déclinaison du verbe raconter. Leonardo raconte, Valentina raconte, nous racontons, il se raconte. Leonardo raconte. J'ai connu Valentina il y a plusieurs années, en contrôlant un courriel fini parmi les spams. Dans son message, Valentina exprimait son souhait et celui de sa copine Martha de m'interviewer. Suite à ma réponse positive, une dizaine de jours après, nous nous sommes rencontrés à Milan où j'habitais. Nous nous retrouvâmes au quartier Lambrate, dans une rôtisserie végétalienne de la rue Théodosio, que j'aimais beaucoup. Je me souviens encore de chaque détail, comme il advient pour ces rares événements qui nous changent la vie et nous marquent l'esprit.
Une fois réalisé, l'interview parut sous le titre « Il maiale non fa la rivoluzione », le cochon ne fait pas la révolution. Et plus tard ce titre devint aussi celui d'un de mes livres. Mais ce n'est pas cela que je considère comme important à souligner. Valentina représente l'autre face de moi. Lorsqu'elle me proposa de nous écrire des lettres en forme de dialogue sur le thème de l'animalité et de l'art, nous étions à Turin au Salon del Libro, tout s'éclaira pour moi. Depuis peu, j'ai relu notre correspondance et j'avoue que j'ai du mal à distinguer les choses que j'ai dites par rapport aux mots de Valentina. À mon avis, il faudrait donc démarrer de ce point pour déceler les éléments théoriques de notre échange de missives. La question animale, et non pas l'antispécisme qui constitue son simple correspondant moral, impose de renverser la notion d'humanité en entamant une réorganisation du logo, soit de la raison en tant que qualité essentielle et très distinctif de l'Homo sapiens, qualité qui lui permet de piétiner ce monde sans avoir à observer ce qui l'a foulé. Quand ils ne sont pas logocentrés, comme par exemple les ouvrages de philosophie analytique, de nombreux textes sur la question animale correspondent à des essais qui argumentent, en ayant recours à cette rigueur si propre de l'homme, voire la philosophie continentale, les critical studies, etc. C'est une évidence. Nous sommes humains et parlons comme des humains. Par ailleurs, moi-même, je défends la philosophie analytique et tout en soulignant ses limites, je crois qu'elle demeure la seule philosophie véritablement possible. Cette thèse est soutenue de façon magistrale par De Marconi 2014. La question animale impose des règles dont la compréhension apparaît dans un premier moment fort complexe, car se rapportant à un concept étrange que Gilles Deleuze appelait devenir animal, Jacques Derrida animaux, Donna Haraway cyborg, et moi, timidement, agir animal, El Cafo 2012, voire aussi Pestives 1999. Mais en réalité, cette question ne concerne que la possibilité de surmonter une notion de subjectivité entièrement humaine, en vue d'une ouverture des frontières, assimilable à une migration d'identité. La correspondance dans laquelle Valentina et moi, nous avons épanché nos sentiments au lieu de nous efforcer de comprendre ou d'argumenter, a joué elle aussi un rôle d'action animale, en tant que recherche d'une modalité d'expression différente, moins humaine, mais en revanche proche de cette zone où nous effleurons l'animalité. Notre action animale a permis de créer la structure linguistique la plus apte pour aborder la question immense qu'il fallait approfondir. La philosophie, avec son approche thématique, et l'art, avec sa capacité de percevoir, font cadeau à un regard attentif, d'une histoire des images touchant aux animaux et à leur double négation. D'un côté, les animaux sont niés en tant que tels, car exploités comme objets, voire les beefsteaks ou le cheval de Catalane. De l'autre, ils sont niés comme protagonistes de notre histoire, au sens darwinien mais aussi éthologique, et j'en passe, de façon que l'humain se présente toujours en dépit de tout comme autre par rapport à l'animal. Dans notre correspondance, en ayant recours au tutoiement et par là même à la perspective, nous avons voulu briser ces limites, donc nier la négation, en ouvrant les portes qui séparent cet espace incertain entre nous et les autres. Depuis, notre désir a encore grandi, dans la mesure où il peut s'avérer encore possible, notamment pour moi, de ne pas me concevoir en tant qu'animal, fruit d'hybridation avec des formes de vie infinies. Nous avons entrepris de nouveaux parcours, conçu d'autres structures et commencé à vivre en observant tout d'une perspective particulière, en sachant que l'inclusion des animaux dans notre système monde ne rend notre regard sur la réalité que l'un des possibles, jamais le meilleur. Enfin, les morales de cette histoire sont deux. Art et philosophie ensemble constituent des instruments essentiels pour observer et abattre les barrières entre les humains et les animaux, afin de reconstruire par la suite une idée d'humanité originale et non oppositive. 2. Vérifiez les spams de votre boîte mail. Valentina raconte un jour si blanc, si blanc. Je suis assise à mon bureau, et je travaille à un livre sur la restauration de l'art contemporain. De tout temps avec sa beauté, dans le musée où je travaille, il y a un cheval spécial, et j'appelle ce cheval Novecento. Non pas en italique comme le titre de l'œuvre d'art de Maurizio Cattelan, mais en caractère normal comme on écrit nos prénoms. Cette histoire démarre bien avant la couverture du livre auquel je travaille, mais aussi bien avant la présence de ce cheval que chaque jour, j'observe suspendu au plafond. Pour cet ouvrage sur la restauration de l'art contemporain, un auteur m'a envoyé une image, qu'il faudra insérer dans la partie iconographique.
Ce que je vois dans cette image me laisse interloqué. Des cochons ont leur peau tatouée avec des marques commerciales et ils ont été photographiés dans un enclos. En dépit de leur forme splendide, par rapport aux photos des porcs objets d'abus auxquels nous sommes accoutumés, ces animaux nous perturbent d'une façon incroyable. Dans une autre photo de la même série, je remarque un cochon au cours du processus de tatouage. Il est dominé par plusieurs individus qui le bloquent, tandis que le tatoueur réalise le dessin sur son dos. Une troisième photo présente une scène encore différente. La peau tatouée d'un cochon encadrée et mise sous verre devient une œuvre d'art qui suscite de nouvelles questions sur la conservation de cette pièce des musées. Avant de continuer, je souhaite préciser que je suis en train de parler de Wim Delvoye, un artiste reconnu comme tel par les conservateurs, les critiques d'art et les musées internationaux. Il ne se traite guère d'un artiste méconnu, mais de quelqu'un qui jouit d'une visibilité très vaste et d'un écho médiatique important, donc ayant une grande responsabilité sur les images. Ce jour-là, quelque chose va changer dans ma tête d'historienne de l'art. Je commence à regarder les animaux et j'arrête de voir uniquement le travail artistique. J'accède ainsi à une dimension de la conscience que j'ignorais auparavant. J'écris immédiatement à l'auteur du texte qui m'a fourni les images. J'espère qu'il ne m'en voudra pas si je le cite dans ce passage. Et je lui fais part de mon état d'âme. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution que je lirai dès que possible en vous transmettant mes commentaires éventuels. Entre-temps, si vous me le permettez, je vous suggère de prendre en considération la possibilité d'enlever les photos du tatouage inutile du cochon, qui sont susceptibles d'offenser la sensibilité de certains. Voilà. Désormais je fais partie de ces certains et il me faudra repartir de là. Leonardo et moi, nous nous sommes rencontrés à Milan dans une journée tiède, pour parler d'animaux et d'antispécisme, d'art et de philosophie. J'ai l'impression que nous nous choisissons l'un autre, de manière naturelle, en nous échangeant des pensées qui mûrissent rapidement et évoluent au fur et à mesure, en devenant des théories et après, des pratiques, mais aussi des projets et une fois de plus, des pensées. Ensuite, dans une lettre, je raconterai à Leonardo ce qui s'est passé dans cette journée si particulière pour moi. Puis il y aura le récit d'une deuxième journée et d'une autre encore. Il s'agit de moments peuplés par des vaches qui deviennent des œuvres d'art en phénolformaldéhyde, de chevaux pendus et de tauromachie, de surréalisme et de modernisme, d'architecture et de contrôle, d'empathie et de rébellion, de petits museaux roses que chaque matin, toujours égaux et toujours différents, me regardent, sans me voir, derrière les barreaux de leur wagon à bestiaux, en me rappelant enfin que ma voix et ma plume sont pour eux. Nous racontons, ils racontent. Au bout de ce voyage, il nous paraît correct de dire pourquoi nous avons eu l'exigence de réaliser cette traduction en français de notre ouvrage. Par rapport à l'original, nous n'avons rien modifié. Tout demeure pareil, comme il advient pour ces moments uniques, lorsque nous nous sommes écrits, le cœur sur la main. Nous étions convaincus d'ailleurs que personne ne nous aurait lus. Par contre, nous savons aujourd'hui jusqu'à quel point de tels arguments sont fondamentaux pour la recherche contemporaine. Dans les interstices de notre écriture, entre une réponse et l'autre, un espace a surgi pour réviser notre histoire culturelle d'êtres humains à partir de la perspective de celui qui a en été exclu par excellence. L'animal ou mieux, les animaux, individus uniques, formant des univers complexes, souvent opprimés et violés par la légèreté de la conscience. Stylo à billes et pinceaux peuvent devenir des épées, mais une caresse est aussi en mesure de les transformer en instruments de libération et émancipation. Ce qui suit correspond à notre tentative de caresser les exclus internes et externes. Les animaux qui meurent chaque jour et ceux que nous-mêmes nous sommes. De cela nous devons redémarrer tout simplement pour être à nouveau. Introduction. Cet ouvrage naît de notre rencontre et décrit notre amitié, mais aussi le militantisme de Leonardo et le travail de Valentina, la passion de chacun pour sa discipline. Avant d'être un recueil de lettres, ce livre relate à la première personne 2 douleurs vécues en parallèle et dues à l'énorme bataille qui est combattue quotidiennement, dans chaque coin du monde pour les droits des animaux, humains et non humains. Au sein de la culture académique anglo-saxonne et des universités américaines, le domaine des Animal Studies est désormais un secteur de recherche indépendant, qui accueille des spécialistes de plusieurs disciplines. Ceux-ci s'interrogent sur le rapport délicat entre l'univers humain et l'univers animal, tout comme sur l'histoire de l'oppression du premier vis-à-vis du second,
sur l'emploi de l'image et de la culture visuelle dans la domestication de l'extermination animale, enfin sur les différences, plutôt que les similitudes anthropomorphisées entre ces deux mondes, bien plus proches de ce que l'on suppose. Le fait de s'interroger sur nous et eux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.